Et ce que les actualités cinématographiques montreront encore moins que ces bidonvilles, c'est le quartier de Casablanca qui a été bâti juste en face. Un quartier pourtant construit de toutes pièces par des architectes français de renom, sur le modèle d'une médina, avec ses portes et ses jolies fontaines. Un quartier que tous les habitants de la ville connaissent et qui s'appelle Bousbir. Bousbir, c'est l'endroit réservé à la prostitution. Un quartier fermé et gardé qui rassemble plus de 500 femmes marocaines à la disposition de la petite société coloniale comme des touristes européens. Ces images du quartier réservé de Bousbir sont des rushs tournés par un opérateur Gaumont au Maroc, mais qui à l'époque n'ont pas été montrés. Construit en 1922, au moment où Lyautey planifie l'édification des villes modernes du pays, Bousbir est né de la volonté des autorités de lutter contre la propagation des maladies vénériennes en raison du développement de la prostitution. Un quartier entier de 160 mètres sur 150, entouré d'un haut mur aveugle, avec une seule porte d'accès monumentale. Et à l'intérieur, des commerces, un coiffeur, des cafés. Et bien sûr, ses habitantes bien particulières. Des femmes qui ne peuvent sortir du quartier qu'une fois par semaine, après avoir obtenu un permis de la police et du médecin. Une prison à ciel ouvert pour ces travailleuses du sexe, photographiée ici par la photoreporter Denise Bellon dans les années 30. Comme elle le fait pour toutes ses conquêtes coloniales, c'est un militaire que la France choisit pour diriger son nouveau protectorat du Maroc. Lorsqu'il parade à cheval dans les rues de Casablanca, le général Hubert Lyautey a derrière lui une longue carrière d'officier colonial, passé par Madagascar, puis par l'Indochine. Après les campagnes violentes d'un Bugeaud ou d'un Gallieni, voici venu le temps d'un visionnaire de l'Empire, obsédé par la mission civilisatrice de la France. Mais Lyautey devra remettre à plus tard l'ambitieux plan qu'il a en tête pour le royaume. Car il doit faire face à un soulèvement généralisé des tribus marocaines qui n'acceptent pas le protectorat français. Cet empire que la France veut croire tout puissant va tout à coup être fragilisé dans plusieurs territoires. Et d'abord au Maroc, conquis en 1912, mais dont la pacification n'est pas encore terminée. Au lendemain de la guerre, le maréchal Lyautey avait engagé une ambitieuse politique de transformation du royaume chérifien. À Casablanca, le résident français peut contempler fièrement son œuvre. À côté de l'ancienne Médina et de ses remparts, le bâtisseur a construit une nouvelle ville, avec ses immeubles à l'architecture moderne et ses grandes avenues tracées par les Français. En quelques années, les chantiers se sont multipliés. Tous les architectes, en vogue à Paris, ont débarqué dans la ville blanche, façonnant un condensé d'architecture qui fera la légende de Casablanca. Et ce qu'il a entrepris à Casablanca, Lyautey l'a aussi réalisé à Rabat, la capitale, comme à Marrakech, la perle du Sud, ou encore en imaginant le port de Kénitra, dont il a signé en personne les plans de la nouvelle ville.
Sa stratégie est celle de la tache d'huile civilisatrice qui doit se répandre dans tout le pays. Cette stratégie politique s'appuie notamment sur le sultan Moulay Youssef, qui a pris la suite de ses frères au moment du protectorat. Pour Hubert Lyautey, il faut renforcer le pouvoir politique et spirituel du sultan, car seul un sultan fort permettra de rallier les derniers chefs de tribus hostiles, au sud et à l'est de la zone occupée par les Français. Lyautey en est certain. La pacification du royaume sera définitivement acquise très bientôt. Mais le subtil équilibre, patiemment élaboré par le maréchal, va soudainement être mis en péril par une révolte dans les montagnes du Rif. Le Rif, c'est un massif montagneux situé dans la zone occupée par les Espagnols depuis 1912, au nord du Maroc. Un massif difficile d'accès, de 300 km de long et 60 km de large, qui de tout temps a abrité des tribus hostiles à tout pouvoir extérieur. C'est au cœur de ce massif montagneux qu'Abdelkrim el-Khattabi, avec à peine 3000 hommes, met en déroute en 1921 l'armée espagnole, avant de proclamer l'indépendance de la République islamique du Rif. Parvenant à résister aux Espagnols pendant de longs mois, Abdelkrim s'imagine bientôt pouvoir libérer le royaume marocain tout entier, défiant à la fois le sultan Moulay Youssef et surtout le résident général Hubert Lyautey. Lyautey n'a pas senti venir le danger, préférant voir dans l'échec des Espagnols la confirmation de sa propre réussite. Mais cette fois, les troupes d'Abdelkrim menacent sérieusement la ville de Fès, et le gouvernement à Paris perd patience. Lyautey a trop tergiversé. Il n'est plus l'homme de la situation. C'est donc un autre maréchal, auréolé de sa victoire à Verdun, qui est dépêché sur place en urgence pour montrer à ses tribus ce qu'il en coûte de se dresser contre la France. Lorsque le maréchal Pétain atterrit à Casablanca en août 1925, le sort d'Hubert Lyautey est scellé. Le résident général préfère démissionner quelques semaines plus tard afin d'éviter l'humiliation d'un renvoi. À son départ du royaume, une foule compacte et silencieuse accompagne Hubert Lyautey sur le port de Casablanca pour un dernier adieu. Au même instant, le maréchal Pétain applique ses ordres avec zèle. Le gouvernement vient de s'engager dans une guerre d'ampleur, mobilisant jusqu'à 300 000 soldats français qui s'ajoutent aux 100 000 Espagnols pour partir à l'assaut du Rif marocain. En réalité, loin de ces images de propagande, les difficultés des autorités françaises s'accumulent et la situation économique et sociale du pays est loin de ce bilan flatteur. L'armée française, en 1934, vient juste de terminer la longue et douloureuse pacification du pays, en soumettant les dernières tribus à l'est et au sud après 25 années d'opérations militaires. Une pacification
qui visait à unifier le royaume sous l'égide d'un seul chef, que la France avait choisi, le sultan Sidi Mohamed, monté sur le trône en 1927 à la mort de son père. Mais ce schéma inventé par Lyautey va être fragilisé dans ces années 30, et notamment par la faute des Français eux-mêmes. Pour asseoir encore plus le pouvoir de la France, un projet de circulaire administrative prévoit de distinguer au sein du Maroc arabes musulmans d'un côté et berbères de l'autre. En juillet 1934, la France organise en grande pompe à Nancy les funérailles de l'un des plus célèbres héros de l'Empire, le maréchal Hubert Lyautey, mort dans sa 79e année. La disparition d'Hubert Lyautey, qui incarnait la flamboyance de l'aventure coloniale française depuis son action au Maroc, est pour le gouvernement l'occasion idéale d'encenser l'œuvre civilisatrice de la France. Le transfert de la dépouille d'Hubert Lyautey vers ce royaume qu'il a façonné et où il voulait reposer devient ainsi le prétexte pendant plusieurs semaines de vanter dans les actualités cinématographiques l'action du maréchal dans le pays. Jetons un regard rapide sur l'œuvre que le génie de Lyautey accomplit dans ce pays, tandis que le peuple marocain reconnaissant accueille ses cendres avec émotion, avec tendresse. Quant à la situation sociale du pays, les sujets d'actualité ne montreront pas l'apparition de quartiers faits de tôle qui se constituent dans la périphérie de Casablanca. Un enchevêtrement d'abris précaires qui rassemble notamment tous ces paysans qui ne parviennent plus à survivre dans les campagnes et qui espèrent trouver dans la ville de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Des quartiers de Casablanca qui frappent tant les visiteurs qu'on leur donne bientôt l'étrange surnom de bidonville. Pour rappeler que toutes les maisons sont fabriquées à partir de tôles de métal issues de bidons d'essence. Bidonville, une appellation qui entrera ensuite dans le langage courant pour désigner tous les quartiers déshérités à la périphérie des grandes villes du monde.